Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, Héloïse, de votre journal des médias. France Télévisions condamnée dans son conflit qui l'oppose à Patrick Sébastien. Une nouvelle présidente à la tête du Festival de Cannes. Et puis la plateforme Brutix sort aujourd'hui un documentaire sur le producteur de rap Pone. Et un membre de notre équipe a participé à ce film pour une tâche très particulière. Vous verrez, petit indice, ce n'est pas vous, Philippe Vandel. Voilà, et c'est pas moi non plus dans Masked Singer. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. France 2 était large leader avec son téléfilm dramatique Les Enfants des Justes. 5 110 000 téléspectateurs ont regardé ce programme. C'est 21,4% de part d'audience. On leur a porté chance. On recevait hier Fabien Antonetti, le réalisateur, et Gérard Lanvin, le comédien. Et ça a très bien marché. En deuxième place, TF1 avec Grey's Anatomy. C'était la fin de la saison. 2 569 000 téléspectateurs et 11,7% de part d'audience. Et en troisième place, Top Chef sur M6. 2 382 000 téléspectateurs, soit 13,6% du public devant sa télévision. Et puis à noter aussi une mauvaise audience pour C8. Le Face à Baba avec Valérie Pécresse a réuni 876 000 téléspectateurs. C'est 5,9% de part d'audience. C'est le pire score de Face à Baba depuis le début. Culture Média. Et on ouvre ce journal avec le pure player, c'est comme ça qu'on dit, américain BuzzFeed. BuzzFeed obligé de tailler dans ses effectifs. Et oui, si ce média d'info et de divertissement est désormais coté en bourse depuis 4 mois, il a déçu les investisseurs avec des résultats de 20% inférieurs aux objectifs fixés pour l'année 2021. Les principaux actionnaires du groupe demandent même la fermeture de la partie news de BuzzFeed qui est en perte de 10 millions de dollars par an. Alors face à cette pression des investisseurs, Jonah Peretti, le fondateur et CEO de BuzzFeed, a annoncé un plan de 30 départs volontaires. Cela concerne des journalistes du pôle actualité. Et quelques heures avant cette annonce, plusieurs journalistes phares, dont le rédacteur en chef de BuzzFeed News ou la responsable de la cellule d'investigation, ont fait le choix de quitter la rédaction. Alors ce n'est pas la première crise que connaît le groupe et ce n'est pas la première fois que BuzzFeed se sépare de journalistes pour des raisons économiques. L'année dernière déjà, plusieurs douzaines de rédacteurs avaient été licenciés. Et rappelons aussi qu'en 2018, la version française de BuzzFeed avait été fermée, ce qui avait entraîné le licenciement de 14 journalistes français. On continue avec une condamnation, celle de France Télévisions, qui doit verser une certaine somme, vous allez nous dire laquelle, à Patrick Sébastien. 652 000 €, c'est ce que doit verser le groupe audiovisuel public à l'animateur pour rupture brutale de contrat, selon les informations de nos confrères de Capital. Une somme conséquente, mais bien loin de ce que demandait Patrick Sébastien, à savoir 26 millions d'euros. La justice lui a donc finalement accordé 40 fois moins que ce qu'il réclamait. À l'origine de cette condamnation, des faits qui remontent à 2019. En quelques mois, France Télévisions avait réduit le nombre et le budget des émissions de Patrick Sébastien avant de le remercier, de le limoger. Et furieux de ces coupes budgétaires et de ce limogeage, Patrick Sébastien a déposé plusieurs plaintes contre le groupe. Il accusait notamment France Télévisions d'avoir demandé des économies indues, d'avoir porté atteinte à l'image de sa société de production Magic TV. Il accusait également le groupe de menaces, de rupture des relations commerciales et rupture abusive de ces relations. Et alors, comment s'est défendu France Télévisions face à ces accusations ? Eh bien, devant le tribunal de commerce, le groupe a indiqué que l'audience des émissions de Patrick Sébastien était en baisse continue et qu'elle était passée en dessous de l'audience moyenne de France 2 à partir de 2017. France Télé a aussi affirmé que le prix unitaire de ces émissions était très élevé par rapport à la moyenne. Si les juges ont rejeté quasiment tous les arguments de Patrick Sébastien, ils ont toutefois admis que la notoriété de l'animateur et les bons scores d'audience se sont maintenus dans le temps jusqu'à la dernière saison, en 2018-2019. La justice a donc simplement reconnu une rupture brutale de la relation commerciale entre diffuseurs et producteurs et a demandé le remboursement des frais de justice. De son côté, France Télévisions a déjà manifesté son intention de faire appel de cette décision. Vous avez reconnu, c'est la musique du Festival de Cannes, on le dit à chaque fois. Dans l'actualité également, on part à Cannes puisqu'il y a une nouvelle présidente à la tête du festival. Et son nom, c'est Iris Knobloch. C'est l'ancienne présidente de Warner Bros France. Le 1er juillet, elle prendra la place de Pierre Lescure en tant que présidente du Festival de Cannes pour un mandat de 3 ans. C'est donc encore Pierre Lescure qui présidera le prochain festival qui a lieu du 17 au 28 mai prochain. Le conseil d'administration du festival s'est réuni hier pour élire cette Allemande qui devient la première femme à occuper ce poste. Quelle est la carrière de cette femme ? Eh bien, elle a travaillé 25 ans à Warner Bros France, où elle a notamment exercé en tant que responsable du développement et d'exécution de la stratégie. Elle a quitté le groupe en 2021, puis a fondé une société d'investissement avec la famille Pinault et de Mathieu Pigasse. Cette société est dédiée au divertissement et aux loisirs.
Alors pour éviter tout conflit d'intérêts avec cette nouvelle fonction de présidente de Cannes, du Festival de Cannes, Iris Knobloch a promis de ne pas investir des actifs ayant un lien avec le festival. Selon le magazine Le Film Français, elle pourrait même refuser d'investir dans toute l'industrie cinématographique. Et on termine ce journal avec un documentaire consacré à un producteur de rap qui sort aujourd'hui, le documentaire, sur la plateforme BrutX. Ambiance scandale, danse de vandale. Ça vous dit quelque chose, Philippe ? Je l'aurais pas reconnu à la seconde même, mais comme j'ai le texte sous les yeux, maintenant ça me dit quelque chose. En tout cas, le nom Pone ne vous dit peut-être rien, mais vous avez sûrement dansé sur les musiques qu'il a produites. Il est le beatmaker et le cofondateur du groupe La Funky Family, qu'on entend ici, qui a cartonné à la fin des années 90. Là, vous entendez leur tube Art de rue. Pone a aussi produit des titres pour les rappeurs Diams ou Rof. Il est considéré comme le grand frère des pionniers du rap français. C'est pour cette raison que ce documentaire retrace sa carrière de Toulouse à Marseille. Mais ce qu'il y a de très particulier et de bouleversant dans ce film, c'est que depuis 2015, Pone est atteint de la maladie de Charcot. Il est donc paralysé, mais ça ne l'empêche pas de continuer à faire de la musique. C'est d'ailleurs lui qui a signé la bande originale de ce documentaire. Et cela grâce à un logiciel qui lui permet de retranscrire ses mots avec une voix robotique. Il écrit ses mots avec les yeux. Et pour retrouver sa voix d'avant, lui et sa famille ont décidé de faire appel à un imitateur qui est aussi un membre de notre équipe. Il s'agit de Marc-Antoine Lebray. Dans cet extrait, Marc-Antoine rencontre Pone et sa femme pour la première fois. Salut, enchanté. Salut Marc-Antoine. Bienvenue, ça fait super plaisir. Vraiment. Je veux retrouver ma voix. Pour le moment, c'est une voix de robot. Marc-Antoine, il est imitateur. Il va me filer un coup de main. Est-ce que tu as un accent toulousain ou est-ce que tu as un accent marseillais? Ça dépend d'où je suis. C'est un escroc, c'est un escroc. C'est un escroc. Bon, le mec, il est à Marseille, il a l'accent marseillais, il est à Toulouse, il a l'accent toulousain. Ce logiciel qui permet de transformer cette voix robotique que vous venez d'entendre est bientôt au point. On ne la voit pas, on ne l'entend pas encore dans ce documentaire. Et c'est aussi Marc-Antoine Lebray qui s'est chargé de faire la voix off de ce documentaire en se glissant dans la peau de Pone. Il nous raconte comment s'est passée toute cette collaboration très particulière. Pour moi, c'était l'un de mes plus beaux projets, en fait. J'avais beaucoup de pression, mais j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. Et lui est très heureux. Et puis, je trouvais ça vraiment fou, ce projet. Ça a pris beaucoup de temps. Et puis, je me suis investi à fond aussi, parce que c'est quand même une formidable cause. J'ai travaillé le plus possible à voir. On s'est échangé des mails, mais lui, il peut pas vraiment juger sur sa voix, donc c'était plutôt sa femme qui jugeait, et elle était vraiment très très contente. Et lui, sa réaction, la première fois qu'il a entendu sa voix, il a dit c'est vrai que j'avais une voix à la con. Pone sans rémission, ce documentaire de Johan Malka et Vincent Buchy est à regarder dès aujourd'hui sur la plateforme BrutX. Et Marc-Antoine Lebray qu'on retrouvera en fin d'émission à 10h54. Merci beaucoup Héloïse. Toutes ces infos à retrouver sur notre newsletter média, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. À demain Héloïse. À demain.